Vous êtes fidèles sur Congo Web Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par les assises, j'allais dire, de Nairobi, mais aussi le braquage enregistré dans la capitale de la République démocratique du Congo. Alors sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Norbert Yamba, le panafricaniste. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Vous nous venez du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Comment allez-vous? Ben ça va. La dernière fois, quand on était ensemble ici, on a discuté et finalement, on est sorti avec une nette impression que si le calme ne revient pas, c'est qu'on participe à la planification de la disparition de ce parti. Exactement. Et vous voilà. êtes fier aujourd'hui de cette réconciliation, Augustin Kabouya, Deo Bizibou, qui regarde désormais dans une même direction pour l'intérêt du parti. C'est très bien. Augustin, Deo, ensemble, les différentes personnalités, compagnie, etc. Ça, c'est une très très bonne chose. Mais cependant, il faut poser des questions sur les motivations, les causes qui ont poussé à ce qu'on puisse vivre des moments de turbulence. Et ces moments qui n'ont pas profité au parti combattant. Il s'agit d'une question des règles de jeu. Des règles de jeu. Des questions de normes. Est-ce que les dispositions qui régissent le parti aujourd'hui sont des dispositions qui ont été mises en place avant que nous puissions prendre le pouvoir. Et ces dispositions sont tombées, certaines dispositions bien entendu, sont tombées en désuétude. Lesquelles sont tombées? Bien entendu, on n'avait pas de dispositions. Lorsqu'il y a un chef de l'État, s'il y a quelqu'un qui est nommé chef de qui est élu chef de l'État, et après son départ, on fait comment, etc. Il y a une sorte de décalage entre la situation que nous vivons actuellement, où l'IDPS devient éligible à la compétition, et les dispositions statutaires. Mais est-ce que cette question devait être posée après que Félix Tshisekedi ait passé déjà 5 ans à la tête du pays? Aujourd'hui, il est à son 2e mandat. Toute crise est en amont du progrès. Au moins là, on a, peu importe le temps que ça vient, mais ça va nous aider pendant le congrès de refondation, que l'on puisse mettre de l'ordre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas simplement ces décalages-là. La manière de gouverner, la manière de gérer, il y a des règles. Lorsqu'on passe en dehors de ces règles, on est en train véritablement de tourner en rond. C'est comme ça que cette réconciliation est la bienvenue. Il va falloir que l'équipe de suivi qui est mise en place puisse faire un travail technique et très professionnel. Ce n'est pas l'occasion également de construire une dynamique à l'émergence des rois télins. Ça veut dire, parce que je fais partie de l'équipe de suivi, et voilà, qui vont participer au congrès, au lieu d'avoir un critérium qui permettent à ce qu'on puisse faire le choix des hommes et des femmes qui puissent impacter positivement la vie du parti. À ce moment-là, chacun s'est choisi ses hommes et chacun va jouer le jeu à l'intérieur de la plénière du congrès, justement pour tirer les avantages. Et ça risque de nous retarder. Raison pour laquelle nous qui pensons que les normes doivent être remises en selle, nous pensons également que la technique ne se négocie pas. Il est important, comme nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa, que l'on voie les personnes qui seront désignées. Alors, selon vous, selon Norbert Yamba, quel profil pour ce poste? Parce que le congrès a été déjà annoncé pour 200. Il y a des responsabilités statutaires. Okay. Vous avez le président fédéral, vous avez le secrétariat national, donc j'allais dire la présidence, etc. À différents niveaux d'atterrissage, en fait. C'est un congrès de refondation. Il faudrait que ça soit un peu plus légitime, etc. Mais maintenant, dans le choix
parce qu'il y a eu plusieurs nominations à différents niveaux d'atterrissage. Vous avez l'équipe Kaboun qui a sorti des nominations, il y a l'équipe d'Augustin qui a sorti des nominations, il y en a même ceux qui étaient nommés, qui sont partis ministres, qui sont revenus pour occuper les mêmes responsabilités. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est comme s'il y a carence. Oui, mais aujourd'hui, c'est ce qui se raconte dans l'opinion congolaise qu'il y a carence. Non, il n'y a pas carence, mais il y a une volonté délibérée d'avoir un positionnement individualisé au détriment véritablement d'une vue long-termiste du parti. On ne peut pas, quelqu'un qui a été par exemple président, je ne sais pas, de la Ligue, il part au pouvoir, je ne sais pas, nommé ministre, et il revient, il dit non, c'est lui. Oui, oui, il revient et reprend encore. Il reprend. C'est honte, c'est sale. Alors, il y a des observateurs qui accusent quand même aujourd'hui l'UDPS au regard de ce qui se passait, d'ailleurs ce que vous dénoncez maintenant, qui affirment que l'UDPS ne gère le pays que comme vous êtes en train de gérer votre propre parti politique. Non. C'est vrai que ça risque de donner l'impression. Ah, ça risque. Ça risque de donner l'impression, mais il ne faut pas qu'on donne cette impression. Pour que cette impression on donne soit déjà vérifiée. cette impression. Hein. Il ne faudrait pas vraiment pas que cette impression ait de l'ancrage. Hein. Sinon, ça risque de nous fragiliser, de nous impacter toute la vie. Il y en a ceux qui, véritablement, ont pris le train depuis le début et qui pensent que le pays peut fonctionner autrement. Et pour fonctionner autrement, on a besoin des hommes et des femmes qui se comportent autrement. On ne peut pas avoir posé pas, le principe de base dans la gestion rationnelle et moderne d'un parti politique, en prévision, par exemple, pour s'y mettre des responsabilités au niveau de l'État. Et puis, on se comporte à contrario avec ce qu'on aura, mis en place comme principe de base. Et ça, c'est un défi, ça, c'est un challenge. Et nous avons besoin, que maintenant, plus que jamais, que les règles de jeu soient respectées. Aujourd'hui, il s'est passé des moments où les gens sont dans une sorte de frustration. Il y en a ceux qui disent, ben voilà, on n'a pas été nommé, il y en a. Voilà, c'est le parti qui aurait pu organiser cela. Mais, madame Noéla, comment pouvez-vous imaginer le dernier gouvernement qui venait de sortir? L'UDPS avait... Gouvernement Souminwa 2? Bien entendu. C'était 7 ministres. C'était prévu 7 ministres. Et vous en avez eu combien? Mais il faut saluer Augustin dans sa volonté d'être sincère par rapport au choix. Il a mis en place une commission. Une commission pour examiner les dossiers de tout un chacun et voir éventuellement proposer un certain nombre de ministres. Ce qui est vrai, c'est que la commission qui a été mise en place, c'est tout le monde veut prendre le raccourci. C'est tout le monde qui veut assimiler les raccourcis. Les raccourcis. Vous voulez dire quoi par là? Ça veut dire en fait une commission technique pour apprécier et assurer la sélection des candidats qui était un travail technique. C'est pas n'importe qui, peu importe les diplômes. Et curieusement, c'est tout le monde qui voulait faire partie de la commission. Une petite commission, vous avez plus de 70 personnes. Mais c'est pas parce excusez, madame, excusez. Et 70 personnes, et chacun est candidat, juge parti. Et ça devient un problème. De la commission, candidat également. C'est ce que vous voulez dire? Comment? Donc la personne est membre de la commission, mais il est candidat. Il est candidat. Et plus grave encore, madame. Plus grave? Plus grave, c'est qu'on a 7 ministres. On ne savait pas quels sont les secteurs ou les domaines, pas de ces ministères. On ne sait pas quels critères la commission devrait se baser justement pour faire le choix. Et curieusement, on demande aux gens de déposer les dossiers. Plus de 2000 dossiers, s'il vous plaît. On prend qui et on laisse qui. Donc, c'était pas facile. Et donc, c'est pas facile. Et surtout que les membres eux-mêmes, certains membres étaient candidats. Certains membres étaient candidats. Et si, par exemple, nous avons, par exemple, le ministre de l'Agriculture, bon, voilà, il faut poser les problèmes, il faut définir le job description de celui qui est censé être ministre de l'Agriculture. À ce moment-là, on regarde le dossier. Excusez-moi, madame, on regarde le dossier et on voit qui a le profil pour assumer les responsabilités ministre de l'Agriculture.
Sinon, on risque d'avoir des ministres qui sont là, en train de tourner les pouces et qui n'apportent aucune réforme. Et cela naturellement, fragilise l'image et la réputation de notre parti. Alors, vous avez parlé d'une commission qui a été mise en place par Augustin Kabouya, mais il y a des voix aujourd'hui qui se sont relevées, que ce soit même au sein du parti présidentiel comme à l'extérieur du parti, pour affirmer que le ministre aujourd'hui, qui sont membres, les membres de l'UDPS aujourd'hui, membres du gouvernement Soumina 2, n'ont rien à voir avec le travail de cette commission, mais ça, ils sont là parce que c'est la volonté du président de la République lui-même, Félix Tshisekedi. Les nominations relèvent d'un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc quand on voit quelqu'un, on sait que c'est le président qui l'a nommé. Alors maintenant, je ne connais même pas qui ont été retenus sur la liste. Ah, vous ne connaissez même pas. Et donc, je vois les gens devenir ministres. Et qui les nomme, c'est le président de la République. Donc, mais le président se base sur les listes envoyées par les bien partis entendu, politiques. mais alors si vous n'êtes pas organisé, si vous tirez entre vous, et que vous n'en c'est comme ça que le président a fait le choix. Eh bien alors le président, il a la responsabilité de prendre des décisions stratégiques lorsque les gens n'ont pas la maturité nécessaire pour gérer les contradictions. Alors cette question, avant de prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Norbert Yamba, aujourd'hui on estime, bon, certaines personnes pensent que ce qui se passe avec le parti au pouvoir UDPS, qui a déçu quand même certains Congolais. Le parti est frappé par cette loi de karma parce que vous avez mis de côté ces anciens qui se sont battus pour que l'UDPS arrive aujourd'hui au pouvoir, notamment certains 13 parlementaires encore aujourd'hui en vie, qui sont abandonnés. Vous savez, un prof, je me rappelle bien, dans les années 80, il nous disait toujours, il citait Peter Gilles. Peter Gilles disait, toute crise est en amont du progrès. Il faut des crises pour arriver véritablement vers le progrès. Ce qu'on assiste à l'UDPS, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, des montées, la crise d'identité et compagnie, jusqu'à ce qu'il y ait réconciliation, ça montre que nous sommes en train de traverser les douleurs d'enfantement. Cette zone de turbulence va nous aider à tirer des leçons pour que nous puissions construire une dynamique pour la reconstruction de la République. Première chose. Deuxième chose, la loi de karma. Je vous ai toujours dit, Madame Nuela, que le bien appelle le bien, le mal appelle le mal. Et cette loi existe. Elle est inaliénable. Comme panafricaniste, je connais ce que cela représente. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dès lors qu'on est en train d'aller vers le congrès de refondation, on doit se partager, on doit se pardonner les uns les autres. Et profiter au maximum de la présence de quelques rares fondateurs qui existent pour que finalement ils puissent bénir notre parti. Nous allons traverser des moments de turbulence, des moments très très difficiles, parce que le pays est gangréné par des gens qui ont de l'argent. Tous les partis représentés, parce que l'UDPS a connu des moments où c'est d'autres partis qui ont fait le travail, qui ont occupé des responsabilités à lieu et place, n'est-ce pas, de ces combattants fidèles, mais compétents. Et ça risque de planifier la mort, planifier la disparition. Vous avez enrichi d'autres partis qui sont déjà des adversaires. Qui se préparent. Qui vont faire face pour nous déstabiliser, nous déboulonner complètement. Et c'est maintenant plus jamais, c'est maintenant plus que jamais, pour que finalement, on revienne à la règle. Jean Goubal a toujours dit, je le salue. Il a presque disparu aussi, Jean Goubal. On entend presque plus parler de lui. C'est mon voisin de quartier et on discutait avec lui à l'époque. Il a dit, Monsieur Yamba, revenons aux normes. Revenons aux normes. Tant qu'on n'aura pas respecté les normes, on n'ira nulle part. Et donc aujourd'hui, nous avons intérêt à nous battre pour ressouder les coudes, construire une dynamique collective. On a l'impression que malgré cette réconciliation, c'est que nous voyons des réactions, parfois des affrontements entre les membres de l'UDPS via les réseaux sociaux, certains militants, certains communicateurs. C'est comme si cette réconciliation est loin d'être une réconciliation. C'est maintenant plus que jamais.
lorsque on va refonder le parti avec des nouvelles dispositions, que nous ayons des commissions à l'intérieur du Congrès qui définissent secteur par secteur, parce qu'il y a une confusion organisée dans cette histoire des communicateurs. Vous voyez des hommes et des femmes passer à la télé pour distiller des histoires dénuées de tout fondement. Aucune maturité. Non, je retire ça, mais c'est pitoyable. Et c'est maintenant qu'on doit pouvoir... On ne peut pas aller parler au nom du parti sans qu'on sache quelles sont les options levées par le parti. Encore que les options levées soient l'affaire d'un cadre statutaire qui s'est réuni en bonne et due forme et qui fait une déclaration que tout un chacun, même au niveau du village, puisse justement relayer. Et ça, il faut construire cette cohérence verticale et horizontale pour qu'il y ait une sorte d'interaction qui permette à ce qu'on puisse partager les mêmes convictions, les mêmes options. C'est comme ça qu'on parlerait de la compatibilité des intérêts du parti. Et tant que ce schéma interactionnel n'est pas en route, à ce moment-là, il y aura toujours discordance et il y aura des mésententes, il y aura des contradictions, parfois inutiles, etc., qui s'individualisent et qui compromettent l'avenir de tout un parti. Madame, Monsieur, place à présent à ce premier dossier. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a d'abord eu une séance de travail autour des projets d'investissement menés par le développeur urbain Rendavor, à l'origine Kiswishi Special Economic Zone, première zone économique spéciale privée de la RDC. Kiswishi 16 est une nouvelle ville intégrée combinant avec activités industrielles, commerciales, résidentielles et sociales destinées à stimuler la diversification économique et la création d'emplois dans le Haut-Katanga. Ce projet a été présenté comme une success story en RDC dont la première phase est l'usine des Pepsi qui est déjà en marche. Heureux de bénéficier du soutien du gouvernement souminois, Rendavor poursuit ses activités en RDC avec les autres phases du projet. Avec l'appui des investisseurs américains, norvégiens, britanniques et néo-zélandais, il développe actuellement cette nouvelle ville en Afrique. La première ministre a ensuite reçu une délégation du think tank américain Atlantic Consul conduite par Madame Ramayad, venue saluer l'organisation du premier forum économique et d'investissement UAC-RDC à Washington. Les échanges ont également porté sur une future coopération axée sur la facilitation du dialogue avec les décideurs américains, la valorisation de l'image de la RDC sur la scène internationale et la promotion d'une communication positive autour des réformes et des opportunités économiques du pays. La délégation a félicité en outre la première ministre pour l'approche claire et ambitieuse du gouvernement souminois, traduisant la vision d'un partenariat renouvelé et mutuellement bénéfique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Avec les réseaux des femmes leadership congolaises, c'est une rencontre conviviale avec ces femmes de la diaspora congolaise installées aux États-Unis, engagées dans le leadership, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Leaders, elles évoluent dans les divers secteurs tels que la santé, la finance, l'éducation, la technologie et le développement communautaire, occupant des postes et des responsabilités dans des institutions publiques et privées américaines. Leur parcours illustre la réussite et l'engagement de la diaspora congolaise à contribuer au développement du pays. La première ministre a bouclé son séjour en accordant une série d'interviews aux médias internationaux présents dans la capitale américaine, en l'occurrence Washington, Examiner, Reuters et Politico. Dans le registre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, est revenu sur la tenue le jeudi 16 octobre 2025 de la réunion sur la lutte contre la criminalité, au cours de laquelle il a été décidé de renforcer l'opération de police dite Ndobo au regard des actes criminels enregistrés. La plus spectaculaire a été celui de l'avant-midi du 16 octobre 2025, où un groupe de braqueurs avait envahi les installations de l'agence de Raobank dans la place Victoire, commune de Kalamou. Le professionnalisme des éléments de la police, appuyé par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, a été salué. Car ils ont pu neutraliser ces inciviques
qui seront présentés devant les instances judiciaires afin de répondre de leurs actes. À ce sujet, le président de la République a appelé à des sanctions et à des poursuites contre les agents de l'ordre qui sont responsables des mauvais traitements sur les personnes interpellées, à l'instar de Mme Honorine Porche. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Alors Norbert Yamba, vous entendez, vous avez ce souci de voir l'UDPS aujourd'hui être comme au premier jour où ce parti a été créé en son temps avec le 13 parlementaire. Alors déjà dans certains salons, on laisse entendre que le président de la République s'est déjà choisi. Une personne qui sera successeur de Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Le nom qu'on cite, qui revient un peu de temps en temps, on parle de Topin et Kabou. En tout cas, c'est la première fois que on m'informe de ça. Mais croyez-moi, sur le plan statutaire, le président de la République, qui est le top manager, le leader est contesté de notre parti, puis proposer, si elle avait la décision, il aurait pu directement prendre ça. Mais au moins, il peut avoir un sentiment en direction de telle ou telle personne, et il peut exprimer ses sentiments qui puissent être validés ou pas par les congressistes. Mais quant à savoir la personne qui sera le responsable, et vous citez Topin Kabongo, en tout cas c'est la première fois que j'apprends ça. Mais je ne sais pas, parce que ce sont des décisions, quand il s'agit du président de la République, ce sont des décisions stratégiques qu'il ne peut pas partager avec n'importe qui. Il semblait, parce que ça sera quand on en parlait. Mais lorsqu'on regarde la personne de Topin, vous pensez que c'est le leader qu'il faut aujourd'hui pour relever le parti? Bon, je vois l'humilité, je vois la proximité. S'il y a des gens qui connaissent le président de la République à fond, Topin est parmi ces gens-là. Et Topin peut assumer telle responsabilité. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, le président puisse justement dire ça. Parce que le Congrès devra arrêter les critériums des hommes et des femmes qui devront compétir. Mais cela n'empêche pas à l'autorité de référence de faire une proposition. Laquelle, ça je ne sais pas jusqu'à présent. 7 ans, vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait selon un certain Congolais. Alors pour les 2 ans qui restent, votre restructuration, pensez-vous être à la hauteur des attentes des Congolais? Mais vaut tard que jamais. 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup. Quand on a un manager, on a un management professionnel. 2 ans, c'est beaucoup. Aux États-Unis, le mandat présidentiel, c'est 4 ans. Et pendant les 4 ans, on fait des choses incroyables. Et si vous avez 2 ans dans un parti politique, c'est moins qu'une république. Et si vous avez un homme qui a une vision, qui sait construire une intelligence collective, qui sait contacter les gens, qui sait discuter avec les gens, qui sait faire des consultations, qui responsabilise et qui décentralise. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas tout faire seul. Il faut savoir laisser des responsabilités aux autres. Sinon, pourquoi on doit avoir un secrétaire national, aux droits de l'homme, environnement, agriculture, etc. Ce sont des futurs ministres. Et ils doivent affirmer leur leadership. Et lorsqu'on a une responsabilité à l'échelon national, on doit pouvoir comprendre cette configuration. Vous avez la Ligue des jeunes, vous avez la Ligue des femmes, vous avez l'école du parti. Vous avez l'école du parti, la cellule électorale qui a presque disparu. Voilà, mais il faut activer parce que c'est très important. Pourquoi nous avons des communicateurs? On entendait de gauche à droite les Tshisekedi, ils étaient là, on est là pour assimiler le Tshisekedi. Donc, on sentait ça, mais depuis un temps, on identifie l'UDPS qu'à des matinées politiques maintenant.
bon, les matinées politiques, c'est un moment crucial de communication, de mobilisation et de transfert d'un état d'esprit, d'un comportement, d'une attitude et des options du parti. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faudrait pas en faire profession. C'est très important. Et donc, mais on dirait que c'est ça maintenant. Ça fait partie des recettes, mais il faut davantage déclencher d'autres mouvements collectifs qui permettent des interactions, qui permettent de construire une approche intégrée, inclusive, qui permette de mobiliser les différents compartiments. Parce que l'approche doit être fondamentalement systémique. Or, l'école du parti, qui aurait pu former l'élite de notre parti. Nous, on a été, parce que moi-même, j'ai assumé des responsabilités de directeur de formation de l'école du parti. Et j'ai pris plusieurs responsabilités. Parce qu'à l'époque, le fait Etienne Tshisekedi m'avait envoyé en Allemagne où j'ai fait une très grande formation chez les sociodémocrates pour apprendre comment on peut structurer un parti. J'ai même écrit tout un livre par rapport à ça. Voilà. Et à l'époque, j'ai mobilisé même des ressources à l'extérieur pour former nos cadres ici, nos cadres à Kananga, à l'intérieur du pays. Oui, et au Katanga à l'époque. Et donc, on a besoin que cette école fonctionne. Les failles que nous pouvons observer dans les chefs, par exemple, de communicateurs, auraient pu être rectifiées par des thématiques proposées en termes de renforcement des capacités par l'école du parti. On en a besoin. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est presque en désuétude. Et donc, il faut la réveiller. Mais soyez quand même sincère, répondez-moi en un mot à cette question. Est-ce que si Tshisekedi revenait aujourd'hui, sera-t-il fier de vous? Pas vous en tant que Norbert Yamba, mais du parti aujourd'hui. Oui, l'image que ça donne. Que présente le parti du Sphinx de Limité aujourd'hui. Il sera un peu inquiet, mais il comprendra qu'on n'a pas eu le temps de... Et surtout quand il va jeter un coup d'œil à ce slogan qu'il a laissé, le peuple d'abord. Donc il va s'inquiéter un peu. Il va s'inquiéter un peu, mais il va finir par comprendre qu'on s'est beaucoup engagé pour lutter contre la dictature et qu'on n'a plus de temps pour être formés dans la gestion des affaires publiques. Et donc, nous serons punis avec circonstances atténuantes et c'est l'occasion de pouvoir travailler pour qu'on corrige ce qui est corrigeable parce que ça risque de nous faire disparaître. Alors, c'était important de parler du parti Norbert Yamba parce que vous êtes du parti, mais vous avez aussi une idée en tant qu'ancien directeur de cabinet du ministre honoraire de l'Intérieur, Peter Kazadi. Kinshasa inquiète de plus en plus. Alors, ce braquage enregistré dans la capitale de la RDC un bon matin et un lieu public, victoire fréquentée par autant de Kinois, cette scène inquiète. Quel est votre regard de ce qui s'est passé? La situation de Kinshasa, qui est une ville mégalopole, est une situation très inquiétante. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé les statistiques. J'ai trouvé qu'il y a un taux de criminalité de l'ordre de 69%. Ah bon? Et pourtant, le nombre de polices qui auraient pu être de 450 policiers sur 1500 personnes, 1 500 000, pardon. Aujourd'hui, c'est un policier pour 3000. Mais alors, quand vous êtes parti avec Peter Kazadi, vous avez laissé le taux de criminalité à combien? Non, on s'est beaucoup battu, en fait. Hein. Je salue Excellence Peter Kazadi là où il est. On peut tout dire. Mais quand même, on s'est investi. Vous avez vu, il y avait kidnapping. Dans sa stratégie, il a organisé des procès publics. Les kidnappeurs ont été jugés, condamnés, même et libérés. Même si les difficultés structurelles. Non, mais dites-le aussi, même si certains ont été libérés. Certains ont été libérés, et ça fait partie des douleurs d'enfantement de l'élite, à la fois politique, libérés, mais qui mettent quand même, qui inquiètent les paisibles citoyens, qui continuent à inquiéter certains. Maintenant,
Maintenant, madame, parce que j'y travaille, j'ai fait des recherches dans cet état de choses, il n'y a pas que le braquage, le cambriolage, Ouais. à main armée, prolifération, n'est-ce pas non, c'est incroyable, des colonels, des gangsters, à l'instar de ce qu'on a assisté à Haïti, compagnie, etc. Donc, le problème est très sérieux. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça demande naturellement une nouvelle approche. Vous savez, quelqu'un nous disait que quand on monte sur une échelle, si vous n'arrivez pas en destination, il faut changer d'échelle. La sécurité a toujours été l'affaire des services de sécurité. Et quand je pense service de sécurité, je vois la police, je vois les militaires, les FARDC, je vois l'ANER, la DGM. Aujourd'hui, on a ajouté l'IGTR, etc. Ça, ce sont des services publics qui s'occupent de la sécurité. Mais on s'est finalement rendu compte, madame, que la sécurité, ce n'est pas l'affaire essentiellement de l'État. Il faut associer la population. Il faut associer la population. Il faut associer la population dans une approche participative. Vous êtes à Kimbaseke. En faisant quoi concrètement? À Kimbaseke, voilà. Kimbaseke, c'est 46 quartiers. Et dans chaque quartier, vous avez des rues. Il peut y avoir tel ou tel criminel qui loge dans une rue. Voilà. Alors, on fait comment? Qui doit tenir informé à l'autorité? Comment on s'organise à ce niveau-là pour assurer la sécurité collective? Mais cette population a peur parce que si elle dénonce, après demain, ce monsieur sera libéré et il viendra pour se venger. Mais aujourd'hui, et c'est là que je salue le vice-premier ministre Jacques May, qui a réussi à mettre en place un arrangement institutionnel. Cet arrangement institutionnel compartimente la structuration à deux niveaux. Il y a le niveau provincial, il y a le niveau local. Au niveau provincial, il y a ce qu'on appelle le comité provincial de sécurité. Et dans ce comité provincial de sécurité, vous avez tous les services de sécurité que je venais de citer au niveau provincial. Mais vous avez également la société civile. Cette société civile, ça peut être les ONG, ça peut être les églises, ça peut être les syndicats, ça peut être les associations de femmes, des jeunes compagnies, etc., qui doivent participer à la réunion territoriale, à la réunion de l'espace de l'entité territoriale. Vous voyez. Donc cette approche est déjà en marche. Cette approche, déjà il y a le décret du Premier ministre de 2022. Hein. Il y a aussi les arrêtés sous forme de mesures de fonctionnement, d'application de 2024 signés par le vice-premier ministre Jacques May. Alors maintenant, il reste l'animation, il reste la concrétisation, il reste la matérialisation physique. Alors maintenant, si le policier considère le citoyen comme étant son partenaire par excellence dans la recherche de l'information, dans la mise en commun de solutions de rechange pour anéantir ou diminuer l'ampleur de l'insécurité, je pense qu'on aura fait un bon bondissement et je pense que c'est ce qui constitue les défis. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier. Dans cet espace compris entre la route de Matadi et le quartier UP de Binza Météo, s'est trouvé une soixantaine d'ateliers d'ébénisterie qui exposaient le génie de leur travail. Aujourd'hui, c'est un vaste champ de ruines. Tout a été réduit en cendres. Le tas des maisons d'habitation démontre le degré de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Informé de ces sinistres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce mercredi dans le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngalema, pour échanger avec les sinistrés et évaluer les dégâts. Accueilli par de nombreux jeunes en désarroi, le chef de l'État a fait les constats macabres. Plus de 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation sont totalement détruits. L'incendie n'a pas fait de victimes humaines, mais les dégâts collatéraux sont importants.
Le feu a emporté le matériel de travail, les intras et les meubles prêts à la livraison. Toutes les maisons ici touchées ont été complètement bousillées. Donc il n'y a plus rien. Ils ont tout perdu. Il y a les menuisiers également qui ont perdu beaucoup de choses. L'inventaire, c'est sur une liste qui est détaillée que tu vas voir bientôt. Les avis divergent quant à l'origine de ce feu dévastateur. Pour le propriétaire d'atelier, le feu serait parti d'une résidence voisine raccordée au courant électrique avant de se propager sur une partie d'atelier construit en matériaux de fortune. De leur côté, le résident du quartier rejette la faute aux tenancieux des menuiseries. Alors tout cas été na belé là qui au moins pendant 15 minutes ba méniser bobima biloko la binezo zika bobima ba méniser ba bima kité na tika ki na matin ba na bescali pour na relarter ba famille ba zaiko na likolo ndeto kitsa na ba famille nyonso moins 6 familles. On a tout perdu, nos travaux, nos bulletins, nos passeports, on a tout perdu. Sur ces champs de ruines, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le temps d'échanger avec le représentant des sinistrés avant de soumettre la question à une étude approfondie dans le but d'éviter que pareils sinistres ne se reproduisent. C'est la deuxième fois consécutive en l'espace de 3 ans qu'un feu d'origine inconnue consume les ateliers de Delvaux, réputés pour être une véritable fabrique de meubles en bois local. Nous, honorables députés nationaux, élus de la ville de Kinshasa, tenons par la présente déclaration à exprimer notre plus vive préoccupation et dénonçons avec la plus grande fermeté la flambée de l'insécurité qui ravage notre capitale, rendant le quotidien des Kinois de plus en plus infernal. Ce jeudi 16 octobre 2025 constitue un point de bascule dans la gestion chaotique de la sécurité de la ville de Kinshasa. En effet, l'impensable s'est produit en plein cœur de la ville, au rond-point Victoire, un lieu emblématique et de forte affluence. Un cambriolage audacieux a été perpétré contre l'agence Raobank. Des clients et agents ont été lâchement pris en otage en pleine journée. Cette attaque d'une gravité exceptionnelle est un signal d'alarme retentissant qui met en lumière la déliquescence de l'autorité et l'échec criant de la politique sécuritaire actuelle. L'insécurité frappe sans distinction de victimes, la nuit comme en plein jour et au vu de tous, y compris des forces de l'ordre dont la présence ne semble plus dissuasive. Le phénomène Kuluna s'est métastasé, touchant désormais presque toutes les communes, y compris celle de la Gombe, autrefois épargnée. Le vol à la tire, le pillage et les agressions des piétons et des passagers de véhicules sont devenus monnaie courante. Favorisés par les embouteillages, transformant ainsi nos rues en zones de non-droit. Pendant que la criminalité résultant du phénomène Kuluna peine à être contenue, face à cette situation qui perdure, nous interpellons solennellement 1. Les autorités provinciales pour la prise de mesures urgentes et des actions concrètes en vue de rétablir l'ordre public. La police nationale congolaise, PNC, et les autorités policières de la ville pour une réorganisation, une remobilisation et une plus grande efficacité de leurs unités sur le terrain. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour qu'il use de toute son autorité afin de garantir l'exercice rigoureux de sa mission régalienne, qui est d'assurer la paix et la sécurité de la population congolaise dans son ensemble et de la population quinoise en particulier. Alors, revenons quand même à ce braquage enregistré dans la capitale de la RDC. Aujourd'hui, il y a 2 voix qui se sont levées pour dénoncer le traitement
le traitement en fait de cette femme déshabillée? C'est ça, les douleurs d'enfantement. Ah, vous parlez des douleurs d'enfantement. De douleurs d'enfantement, parce qu'en réalité... réalité... quand on arrête les hommes, on ne voit pas ce traitement. Oui, mais c'est justement ça. C'est comme ça qu'il y a tout un agenda qui dispose d'un certain nombre de règles qu'il faut observer lorsqu'il s'agit de la femme. Aujourd'hui, le privilège doit être accordé à la femme. C'est tout simplement parce qu'on a ressenti ces injustices qui étaient déjà consolidées à travers un certain nombre de lois qui sont aujourd'hui régulées. Ça, c'est évident. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, c'est une personne humaine et les droits humains doivent être respectés, quelle que soit la présomption de criminalité. Alors, ce qu'on a observé, certainement qu'il faut saluer la police qui s'est mobilisée en un temps record pour mettre de l'ordre par rapport à la situation, mais ce glissement qui s'est réalisé contre la dame jusqu'à la rendre nue, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Et je crois qu'à différents niveaux d'atterrissage, nous sommes dans un système de surveillance mutuelle. Ceux qui ont arrêté la femme ont fait leur travail. Ceux qui ont vu que la femme est nue par la volonté des hommes ont aussi leur travail. Et la régulation, l'utilisation de la loi doit être équitable pour que finalement les tensions se dégonflent. Le ministère de l'Intérieur, toujours occupé par les membres de l'UDPS, on a eu Maître Daniel Assello qui est parti, Peter Kazadi, Jacquemaine Chabani, mais la population estime que la situation devient de plus en plus inquiétante. Est-ce qu'on a placé des personnes qu'il ne fallait pas? Oh, madame, il faut pas me pousser... oui, mais la réalité est en face de vous. Kinshasa, c'est une ville mégapole. Et c'est pourquoi, madame, lorsque la situation, le problème est complexe, il faut éviter de donner des solutions simples à des problèmes complexes. La complexité sur la question de la sécurité pose la problématique des citoyens qui vivent la ville. D'abord... Vous reconnaissez aussi avoir failli, quelque part? Mais écoutez, pourquoi il y a la police, pourquoi il y a toutes ces institutions? Les institutions se créent parce qu'il y a une présomption de problèmes qui peuvent surgir et auxquels, bien entendu, on doit apporter des solutions. S'il n'y avait pas de présomption... Vous avez commencé à créer. On a créé, on continue à créer. Non. Mais... l'impact dans la vie des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais qui sont en train de nous suivre ne vont pas me contredire. Quand tu rencontres à 19h, 20h un homme armé, tu es obligé soit de te cacher. Mais on a déjoué le braquage. Qui ont fait ça? Mais il fallait voir aussi de quelle manière ça a été déjoué. Voilà, donc ça a été une manière parce qu'il y a aussi des causes structurelles. Moi, j'ai été directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Vous savez, déployer par exemple la police pour aller dans une destination bien précise, il faut des moyens. RDC ne manque pas de moyens? Non, mais il ne faut pas dire ça, madame. Il y a un problème de priorité. Et la planification est très importante. C'est ainsi que, généralement... Donc les moyens peuvent être facilement détournés? Bon, quand vous dites que les moyens peuvent être facilement détournés, mais quand il y a un plan de sécurité, il faut professionnaliser les choses. Quand il y a un plan de sécurité... Félix Tshisekedi, depuis son arrivée à la tête de la RDC, la sécurité, c'est son cheval de bataille. Tout à fait. Il y a la sécurité au front. Là, on investit beaucoup de moyens. On a vu, on n'a pas seulement investi au front. Mais même ici à Kinshasa, on a vu. On y met des moyens. Vous avez vu les moyens de mobilité. On est en train de donner aux policiers pour circuler, etc. Moi, je vois vers la frontière avec le Congo central. Des policiers tout le temps, même la nuit, même à 2 h du matin. Avant-hier, nous, on a été attaqués par des criminels. En peu de temps, nous avons vu surgir... les policiers, etc., pour intervenir. Ça, c'est un problème réel. Mais écoutez, lorsque vous vous mettez à se battre contre la criminalité, eh bien, écoutez, les personnes qui produisent ces enfants qui deviennent criminels,
quelle est leur situation? C'est de tout ça, c'est là justement que je parle de la complexité. Tous ces enfants-là, tous ces jeunes gens, je me rappelle bien, j'ai fait une étude en 2001, j'avais trouvé qu'à l'époque, il y avait 22 000 enfants en situation difficile. On appelle des enfants en situation difficile. Et donc, en 2000. Et la moyenne des enfants, c'était de 9 ans. Et quand vous prenez les enfants de 9 ans en 2000, aujourd'hui, plus 25, c'est 34 ans. Ce sont des adultes qui deviennent des Koumoulins aujourd'hui. Et dans les activités des Affaires sociales. Oui, le ministère des Affaires sociales. La France, par exemple, madame, a 67 millions d'habitants, avec un budget de 400 milliards de dollars. Mais nous avons plus de 120 millions de dollars, 120 millions d'habitants, avec un budget de 16 à 18 milliards. Tantôt, on va arriver jusqu'à 20 millions. Encore qu'il faut faire le recouvrement pour savoir la réduction des comptes, combien ça va nous donner exactement. Oui, et donc tout cela, ce sont des problèmes liés à la structuration de la République, aux solutions que nous avons et les moyens que nous disposons pour véritablement juguler la crise. Donc, ce n'est pas un problème de l'IDPS au ministère, c'est la complexité des problèmes qu'il y a. Au même moment où nous avons des fonctionnaires qui sont incapables de supporter leurs enfants et que leurs enfants sont dans la rue, au même moment où nous avons des jeunes gens qui terminent les études mais qui ne savent pas trouver du travail, etc., et qui deviennent finalement des criminels dans la société, au même moment où les parents ne sont même plus à mesure d'encadrer leurs enfants et les enfants acquièrent des habitudes, des comportements de la rue. Et donc, cette complexité pose la problématique d'un profil d'homme que nous avons et qui puisse justement relever le défi. Et le vrai défi, c'est l'unité contre la pauvreté. Les efforts sont faits aujourd'hui par le gouvernement. Vous voyez, avec Kanyama CC, on a des jeunes gens qui sont réinsérés, qui sont resocialisés, etc. Mais ils sont combien? Et avec un potentiel de combien de personnes? C'est tout ça. Et alors maintenant, s'il y avait vraiment des moyens, au lieu d'avoir seulement Kanyama CC, on allait avoir, n'est-ce pas, un autre centre à l'Équateur, n'est-ce pas, à Lualaba, au Katanga, un peu presque partout. Et donc, on y va graduellement. Les moyens sont limités. C'est ainsi que de temps en temps, on a besoin de partenaires. Mais il y a des partenaires qui sont conscients que si on met en place deux moyens pour que le Congo se relève, le Congo risque de se repeler et surtout le Congo dispose de moyens stratégiques. D'où il faut faire de l'hypocrisie pour que le Congo se neutralise au travers des problèmes qui sont en incubation et qui sont difficiles véritablement à trouver une solution. Alors, cette déclaration des élus de Kinshasa qui sont montés au créneau pour dénoncer les mots aujourd'hui qui rongent la capitale de la République démocratique du Congo, Norbert Yamba, les peuples congolais, les Congolais bien sûr se plaignent et les élus se plaignent aussi alors qu'ils disposent des moyens pour interpeller les ministres. C'est ça, madame. C'est ça la difficulté. C'est ça le décalage que nous avons dans le fonctionnement des institutions. La restructuration géographique de notre pays a permis qu'il y ait deux pouvoirs politiques. Le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et il y a une représentation d'une république au niveau de la province. Vous avez le gouvernement provincial, vous avez le gouverneur qui représente le président de la République, et vous avez l'Assemblée provinciale qui représente les peuples pour faire le monitoring de l'action publique. Voilà. Alors maintenant, le gouvernement provincial est composé de différents ministres, des ministres de différents secteurs de la vie provinciale. Alors, au lieu qu'ils passent pour faire une déclaration politicienne, et alors maintenant, pourquoi n'est pas invité? Ils ont des moyens institutionnels. Et ils ont des moyens institutionnels. Ils sont d'ailleurs mais alors, c'est que quelque part, ils ne sont pas corrects. Ah, ces élus ne sont pas corrects. Ils ne sont pas corrects. Ils trouvent que notre peuple n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux. En faisant une déclaration, vous allez, non, nous avons fait la déclaration. Donc, mais alors maintenant,
D'où viennent les problèmes? Qui doit expliquer? Parce qu'il y a un exécutif provincial. Ils sont là. Ils pour sont interpeller. là. Voilà. Et généralement, vous entendez, on a fait convocation d'être ici. Finalement, ça se termine. Il semble que bon, les choses ont marché autrement. Donc, il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Il y a un Congolais qui disait, on ne peut pas directement comprendre qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale. Et si à Kinshasa, où se trouvent les sièges des institutions, vous assistez à ça. Moi, j'ai fait 143 territoires. Sur 145? 145. J'ai fait les 25 provinces. J'ai fait des études sur les 26 provinces. Je connais ce que cela représente. Vous savez que moi, il m'arrive des fois de rigoler ceux qui pensent qu'il faut le fédéralisme aujourd'hui. Mais ça, c'est amené notre pays au cimetière. Parce que maintenant, là, nous sommes dans la petite chambre du fédéralisme. On a tous les moyens, on a tous les atouts, on a tous les outils, même des édits, pour permettre le bon fonctionnement du province. On a des édits qui pourrissent donner mais curieusement, on ne veut pas activer ça. Lorsque les quelques rares où on attend des discussions, c'est parce qu'on se dispute l'argent. Il y a eu... Comme ce qu'on avait dernièrement à l'Assemblée nationale. C'est une situation qui a poussé Vital Kamerhe à démissionner. Donc, c'est pitoyable. Il faut que l'élite de notre pays endossera la responsabilité devant l'histoire et les générations futures. Est-ce qu'ils sont conscients? On a donné tous les moyens dans notre pays. On a donné tous les moyens. Vous savez, est-ce que cette élite même est consciente? Je ne veux pas partager les points de vue de Modeste Moutinga qui dit que nous sommes dans le monde des inconscients. Je ne partage pas ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il a un peu raison. Il a un peu raison parce que comment on peut adorer l'argent? Madame, nous là, on adore l'argent. Les politiciens adorent l'argent. Voilà, on adore l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Et quand toi, tu ne connais pas les rouages, tu ne t'engages pas, tu vas pas te retrouver. Aux Ayouma, tu ne représentes rien. Ce n'est pas toi qui vas changer le pays. Ça, et alors, on te relègue au second degré. Et c'est ça la difficulté. Et je pense que le karma, vous l'avez dit, le karma. Quelqu'un hier était incapable d'arranger même une couche de peinture dans une maison. Et c'est lui qui commence à faire des dons. Et personne ne lui pose la question. D'où vient cet argent? Construire un petit pont. Construire, je ne sais pas. Mais l'argent vient d'où? Et les services de renseignement font quoi? C'est de tout ça. Et il est content auréolé d'un prestige. Mais le moment viendra où ces choses doivent s'arrêter. Parce que maintenant, on commence à en parler comme ça parce que ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas avoir des hommes et des femmes qui disent nous sommes des alliés de l'IDPS, nous venons aider l'IDPS à réussir le pari. Ils apportent les habitudes, les comportements qu'ils ont acquis depuis plusieurs années. Malheureusement, l'IDPS a accepté ça. Voilà. C'est l'occasion maintenant, mieux vaut tard que jamais. Il faut qu'on ait nos hommes. Parce que, sincèrement, Madame Noëlla, on n'a pas préparé une crème politique au sein de l'IDPS. On l'a, c'est qui? Mais ce sont les institutions du parti. Parce que regarde, moi je suis du Sankourou. S'il y a des IDPS, il y a Tongo. C'est Norbert Yamba. En tout cas, ils ne sont pas nombreux. Mais IDPS, il y a Tongo. Imaginez-vous. Non, madame. Non, il faut vivre avec moi pour me connaître. Non, Tozomo na bangote, au fait. Les IDPS, il y a Tongo. Aujourd'hui, c'est d'autres visages qu'on voit. C'est d'autres figures maintenant. Mais les UDPS, il y a Tongo, ils ont presque disparu. Alors nous, c'était la religion. Nous, c'était la secte. On ne peut pas mentir. On ne peut pas voler. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas faire des scandales. Aujourd'hui, les UDPS, on voit déjà qu'ils sont au cœur des scandales, des détournements, et quand vous venez avec ce genre d'habitude, donc vous êtes pointé. Bon, voilà. Comment pouvez-vous imaginer? Vous êtes dans une grande province du Sankourou, 104 000 km², plus de 4 millions. Mais il n'y a pas quelqu'un de l'UDPS qui puisse avoir ne serait-ce qu'un peu de moyens et que demain, même s'il y a compétition, il puisse véritablement s'engager face aux autres qui ont été avec Mobutu, qui ont été avec Kabila, etc. et qui ont des moyens. Et qui commencent même à avoir un droit de citer à la notre place, même dans notre parti.
Et quand on arrive sur place là-bas, on dit ah non, Yamba, il a des l'IDPS. Qui le connaît? Moi, je suis connu plus que lui à l'IDPS. Ouais. Oh, tout le temps, tous les sacrifices, tous les sacrifices, cette intelligence que le pays aurait pu exploiter, s'il vous plaît. On ne peut pas assumer n'importe quelle responsabilité. Vous croyez vraiment que ces gens qui assument des responsabilités-là, ils viennent du ciel? Mais Norbert Yamba était quand même directeur des cabinets, mais il y a des anciens de l'IDPS qui n'ont rien, pratiquement rien. J'étais directeur des cabinets, mais ce sont les secrets que je ne peux pas oser. Bon, j'étais directeur des cabinets, mais je suis désolé, j'étais un homme de l'ombre. Et donc, je n'avais pas une décision stratégique. Voilà. Et ça dépend de tout un chacun, dans la manière de manager, dans la manière de construire une intelligence collective. J'ai assumé ces responsabilités, je n'ai pas voulu scandaliser et faire du mal au président de la République. Et c'est comme ça que j'ai endossé. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai géré les contradictions et même j'ai géré mes émotions. Et voilà, j'ai traversé la zone de turbulence, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire tout simplement que... Ça n'a pas été facile pour vous? Ça n'a pas été facile pour moi. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des institutions internationales. Plus d'une trentaine d'années. J'ai connu les normes, j'ai connu les règles. Mais là, c'était une déception totale. J'ai fait une mauvaise expérience. Je m'excuse beaucoup. J'ai fait une très mauvaise expérience. Une mauvaise expérience au ministère de l'Intérieur. Entre UDPS. Non, j'ai dit, j'ai fait une mauvaise expérience. Et je ne voudrais plus revivre cette expérience. Je suis désolé. Je ne veux plus revivre cette expérience. J'ai plus de 60 ans aujourd'hui. J'ai connu une vie. J'ai connu, pendant que nous, on était sous bois, j'étais parmi les gens confortablement établis. Et j'ai fait l'expérience. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Et je pense qu'on ne peut plus continuer cette manière de traiter les gens, cette manière... Alors, vous voulez dire que vous avez été très mal traité, vous n'avez pas fait correctement votre travail, ou c'est parce que vous l'avez dit, Norbert Yamba, c'est un homme de droit, un homme de transparence. Vous ne vous êtes pas retrouvé dans cet esprit de Tshisekedi. Non, je ne peux pas. Voilà. Je n'avais même pas de moyens. Je me suis beaucoup. Je ne pouvais même pas acheter un vélo. Tu vois ça? Même pas un vélo. Moi, j'ai roulé carrosse toute ma vie. Hein. J'ai travaillé. Vous étiez payé, Norbert Yamba était payé. Bon, merci. Merci. Mais Yamba a fait 30 ans. Il n'a vécu qu'une vie d'aisance dans des institutions respectables, avec des règles. J'ai comme l'impression que j'étais... Et là, l'UDPS n'était pas au pouvoir quand vous avez vécu cette vie-là. Ouais, et l'UDPS au pouvoir, après le sacrifice au sein du parti... C'était les calvaires. Les calvaires. Les calvaires. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier. Il y a des réseaux qui sont là pour chercher à distraire l'opinion. Et on comprend les choix de cette date. C'est un choix stratégique pour chercher à montrer à l'opinion qu'il se passe aussi autre chose que ce que nous faisons ici aux États-Unis. C'est une diversion. C'est comme ça que tu as parlé des non-événements. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents est signé par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver
des gens qui devaient signer le document. Et il arrive à faire 18 ans au pouvoir, avec plein pouvoir. Et il se constitue une fortune fabuleuse dans le pays. Il a plein d'avoir, il a beaucoup de carrés miniers. Et à l'international, on dit qu'il a une fortune, qu'il a la plus grande fortune d'Afrique, 32 milliards de dollars. Et alors, Félix l'a laissé calme, que c'est un homme intelligent, c'est un militaire de renseignement militaire, c'est un grand stratège, mais ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. C'est parce qu'il a fait ça. Et c'est normal que la justice militaire s'occupe de lui. Je n'ai pas appris qu'on l'a arrêté, non. Qu'on l'a menacé, non. Et brutalement, il se retrouve là-bas. Là-bas, chez les rebelles. Et on venait de tuer beaucoup de monde là-bas à Goma. Il est entré dans sa résidence sous la protection de Kagame. Kagame qui est notre, comme j'ai dit, qui est notre agresseur connu sur le plan national et international. Il se trouve là. Donc vous sans raison. Maintenant, il apparaît. Et en fait, il veut être le chef de l'opposition, sans raison. Et de quelle opposition? C'est ça. Parce que lui, en tant que sénateur à vie, au fait, il est presque une institution. C'est pour ça que si le président du Sénat gagne 300 000 $, lui, il a 680 000. Il y a une raison constitutionnelle. Tout ça, ce n'est pas son problème. Il est dans le plan de la déstabilisation des institutions. Ah. Et Félix Tshisekedi l'a dit. Il dit, l'homme qui me fait la guerre, c'est Kabila. Et tout le monde arrive. Il faut que leur réunion ne soit pas subversive par rapport au pays. C'est tout. Pour le reste, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Mais je ne suis pas encore ministre de l'Intérieur. Si j'étais ministre de l'Intérieur, j'allais exactement faire comme Jacques May. Alors, Norbert Yamamba, vous l'aviez dit tantôt que vous êtes du Sankourou, mais en RDC, ça brûle au sein de certaines institutions provinciales, notamment le Sankourou, l'Assemblée provinciale du Sankourou, ça chauffe là-bas. Le Congo central également, on a vu ce qui s'est passé dernièrement. Kinshasa n'était pas également épargné. Oui, mais c'est justement ça. C'est le choix des hommes et des femmes qui assument des responsabilités. Qu'est-ce qui a manqué? C'est quand même une expérience qu'on est en train de vivre du temps de Tshisekedi. Non. Ça fait longtemps. Il faut aller en province. Les provinces sont en disparition. C'est le président Tshisekedi qui commence à rénover les provinces. Mais des crises au sein des institutions provinciales. C'est devenu presque une coutume. Vous savez, malgré l'appel du chef de l'État au calme au sein des institutions entre le gouverneur et les assemblées provinciales, mais il y a toujours des tensions. Même la voix du président de la République n'est pas écoutée. Oui. Il y a beaucoup de gens qui profitent d'un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Hein? Qui manifestent leur adolescence retardée dans la gestion des institutions de la République. Ah bon? Et qui visiblement font la guerre entre ceux qui sont censés être des leaders à l'échelle nationale et qui font une répartition à l'échelle provinciale et locale. Lorsque vous voyez une sorte de confrontation permanente et récurrente à province, c'est que quelque part, le président de l'Assemblée, il est soutenu par tel leader, le gouverneur est soutenu par tel autre leader. Et tous font la compétition à l'échelle nationale pour construire leur légitimité des relais ou des replis. Et voilà comment on fonctionne. Et c'est ça que je vous disais, que si on ne respecte pas les normes, ça sera grave. Pour être gouverneur,
c'est le choix d'un regroupement politique. Pour être président de l'Assemblée, c'est le choix toujours d'un regroupement politique. Et c'est vraiment difficile. Et ce n'est pas toujours les meilleurs qui sont choisis. Ah, ce n'est pas toujours les meilleurs qui sont choisis. Ce n'est pas toujours les meilleurs. Et quand on arrive, on veut se comparer aux anciens. Et les anciens ont roulé carrosse, les anciens avaient de l'argent. Il faut avoir d'abord l'argent avant de s'occuper de l'intérêt général. Et alors maintenant, devant la recherche effrénée de l'argent, il y a compétition. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer sur ce plateau que les choix ont été portés grâce à la corruption, l'argent? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Il y a la corruption, il y a le copinage, il y a le clientélisme, il y a tout. Copinage. Il y a tout. Est-ce là une affirmation d'un échec de Félix Tshisekedi? Non. Qui ne cesse de se battre contre la corruption? Il faut faire attention. Là aussi, il y a un débat intellectuel. Ok. Le débat porte sur la restructuration géographique de notre pays. Quelles sont les dispositions qui régentent les institutions? Je vous ai dit qu'il y a le gouvernement central, il y a le gouvernement provincial. Il y a le gouvernement central. Le gouvernement central, c'est le Premier ministre. Et le président, il est le leader bicéphale du gouvernement. Il est là parce que c'est son onction, c'est sa vision, etc. Et il modère pour que les choses aillent comme il se doit. Alors comment... Mais madame, il y a une notion importante. Laquelle? La notion de machémologie. La notion de machémologie. Machémologie, c'est une nouvelle science aujourd'hui. Cette nouvelle science a démontré que par le passé, nous faisions une erreur grave lorsqu'on veut évaluer la performance de telle ou telle institution. On croyait que cette institution-là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi on n'a pas fait ça, etc. Et on ne regardait pas les attitudes, les comportements des gens qui animent l'institution. Et Kaliba et Dos Osmos Manto, qui est un Angolais, des savants africains, ont démontré que lorsque quelqu'un est passé par un certain nombre de régimes, et à chaque régime, il acquiert des habitudes, il acquiert des comportements, il acquiert des attitudes. Et s'il y a un deuxième régime, la tendance générale pour lui, c'est d'avoir le réflexe de reproduction des anciens comportements. Et même s'il y a un troisième régime, même si on met des garde-fous, la tendance générale à ces gens-là, c'est d'être fidèles par rapport aux anciens comportements. Okay. Au point où ils peuvent noyer la volonté du régime qui est en place. Et lorsque vous regardez le personnel politique qui est opérationnel, à 80% aujourd'hui, ce ne sont pas les membres de l'IDPS. Ce sont les membres qui ont été traversés plusieurs régimes et qui n'ont pas fait grand-chose et qui aujourd'hui sont réputés comme des grands experts au sein de notre gouvernement. Et alors maintenant, on les retrouve là. Et puis bon, comme il n'y a pas d'inspecteur pour apprécier la performance, et bien voilà, mais l'UDPS vraiment c'est stratégiquement où on a vu quelqu'un venir le matin et du coup demain qui a la grâce de devenir ministre, Premier ministre, chef d'entreprise. C'est phénoménal. Je suis spécialiste en développement personnel. On dit, quand tu vois ça, laissez, ne commentez pas. Ne commentez pas. C'est sa chance. C'est sa chance. Alors, les assises de Nairobi autour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, je reviens sur ces paroles qui sont toujours sorties de sa famille politique. Joseph Kabila est revenu parce qu'il a entendu les cris de sa population. Sauvons le Congo. Parce que, selon ses opposants qui se sont réunis à Nairobi, le Congo est en danger. Madame, s'il vous plaît, si nous allons d'irrégularité en irrégularité, disparaîtront tous. C'est très important.
lorsqu'on regarde, on photographie l'histoire politique de notre pays, il y a des moments où on a assisté à ce qu'on appelle des convergences d'intérêts. Et les convergences d'intérêts suscitent à ce qu'on appelle des alliances conjoncturelles. Je ne sais pas si madame me suit. Oui, oui, je vous écoute. Allez-y. C'est comme ça qu'à un moment donné, à l'époque de Mobutu, on a connu l'Union sacrée. C'était une alliance conjoncturelle. À l'époque, Fernando Coutinho avait créé ce qu'on a appelé autrefois Sauvons le Congo. Ce n'est pas la première fois qu'on crée cette histoire, etc. Et voilà, aujourd'hui, notre régime, bon, les gens se disent, bon, nous créons ce qu'on appelle souvent le Congo. Est-ce que vous croyez vraiment pour sauver le Congo? C'est une déclaration. Kabila a géré 18 ans et aujourd'hui il revient pour sauver le Congo. Mais écoutez, chez nous c'est comme ça. Nous sommes dans une situation où je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une déclaration ou c'est une plateforme de rebondissement politique. D'après ma lecture, Kabila qui est condamné à mort. Et il n'était pas seul, on a vu plusieurs condamnés à mort à côté de Kabila. Bien entendu, mais alors il faut qu'il montre que ce qui m'a été accusé, c'est faux. Je ne suis pas dans l'opposition armée, je suis dans l'opposition politique. Ça, c'est le message fort qu'il apporte. Mais ce n'est pas pour sauver le Congo, sinon l'AFDEL, quand elle avançait, c'était pour sauver le Congo, mais on n'a pas sauvé le Congo. Donc, sauver le Congo suppose des stratégies, une offre politique, un horizon politique. Mais certainement qu'ils ont une offre politique. On voit Franck Djongo hier qui était un prisonnier sur Kabila, sous Kabila, et aujourd'hui avec Kabila. Donc ils ont quand même eu le temps de reparer. Maman, je vous ai dit qu'il ne donnait jamais de solutions simples à des problèmes complexes. La question congolaise est un problème complexe. Ce ne sont pas déjà avec une vision court-termiste, parcellaire, ponctuelle, qui peuvent véritablement sauver ce pays. Il faut des gens qui ont une vision long-termiste, 50 ans, 100 ans. On fait quoi? Quel doit être le cheminement? Il faut des visionnaires. Vous savez, les pères de l'indépendance n'avaient pas beaucoup étudié, mais ils étaient des visionnaires pour la plupart. La classe politique a disparu. Notre classe politique, elle est faible, elle est paresseuse. Elle est mercantiliste. Elle ne cherche plus rien, si ce n'est qu'avoir l'argent. Et entrer dans une euphorie de jouissance. Mais avoir des hommes et des femmes qui réfléchissent chaque jour pour savoir comment ces enfants, la difficulté des embouteillages, comment relever les braquages, comment on paie, comment les Quinois peuvent vivre en paix. Voilà. Vous prenez par exemple la commune de Kimbasegui. C'est 4 millions d'habitants. Mais les Gabon, c'est combien? C'est des millions. Donc, c'est 2 fois plus que le Gabon. Quand vous prenez, par exemple, Sao Tomé Principe, mais c'est 300 000 personnes. 1000 km². C'est 9 fois plus petit que la ville de Kinshasa. Mais regardez comment on gère. Ils ont des bateaux, ils ont des ministères, etc. Mais va à Kimbaseke. Même le bâtiment lui-même, il est construit par les Belges, la coopération belge. Tu vois? Donc, c'est de tout ça. Donc, des grandes ambitions. C'est quoi le problème? Le problème... Est-ce que la RDC n'a pas été bien colonisée ou elle n'était pas prête à accéder à l'indépendance? Quand j'étais en Belgique, aux études, c'est là que j'ai compris que nous avons eu la malchance d'avoir la Belgique comme pays colonisateur. Il est temps pour la RDC de faire comme le Rwanda, qui a tourné le dos à son au premier pays qu'il a colonisé et qui a regardé vers... Mais il faut une discipline personnelle pour se faire respecter. Vous savez, madame, actuellement, pour être respecté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affirmer votre leadership. Affirmer votre leadership, c'est votre capacité de s'organiser politiquement, économiquement, financièrement, techniquement,
culturellement. Mais comment relever ce défi en RDC? Il faut un personnel. Et quel personnel? Quel personnel? Corrompu. Et c'est ça le danger. Et c'est comme ça que jamais la démocratie que vous voyez ici, ne donnera des résultats dans notre pays. Alors donc là, vous appelez les dirigeants actuels à ajouter une dose de dictature, c'est ça? Nous n'avons pas connu la dictature. La dictature et la démocratie sont venues de l'extérieur. Nous avons des chefs au niveau du village qui font 80 ans, 90 ans. Ils n'ont jamais été dictateurs. Moi, j'ai dit que maintenant, plus que jamais, et c'est là que j'ai toujours demandé au président de la République de faire quoi? Que nos universités deviennent des laboratoires pour nous proposer des alternatives. On ne peut pas avoir des universités qui n'en produisent rien, qui rivalisent l'ordre international qui a été mis en place. Comment pouvez-vous imaginer que nous avons pratiqué la démocratie? Des partis politiques, sociétés civiles, des syndicats, etc. Nous avons des gouvernements de transition, des gouvernements de large union nationale, des gouvernements, etc. Des professeurs, des juristes, des économistes. Aujourd'hui, il y en a combien au gouvernement? Ils sont plus de 98% universitaires. Zéro. Et alors, il faut chercher d'autres voies. Et c'est comme ça que moi j'ai toujours prêché que l'on puisse cartographier les héritages traditionnels, amener ça, capturer ça, scientifiser, moderniser, théoriser, pour que nous ayons nos propres alternatives. Ça, il y a carence. Beaucoup d'autres Africains sont en train de se battre, mais nous sommes dans un débat où chacun veut aller à la télé, parler pour qu'il ait l'argent, pour qu'il soit côtoyé et attirer l'attention. Attirer l'attention. Distraction. Et voilà, c'est la distraction pure et simple. La distraction à tous les niveaux. Les politiciens, les Congolais lambda. Y compris même les villageois qui sont dans le village, qui, au lieu d'aller à la forêt, travailler, ils sont en train de prendre les ododos à la maison et passent tout leur temps à crier, à critiquer et compagnie, etc., sans rien faire. Et nous sommes dans une société comme ça, fatiguée, épuisée, démodée, dépassée. Il n'y a pas d'alternative. Et ça, si on n'arrive pas à prendre conscience de ça, et si on ne sait pas respecter les uns et les autres, si les nominations se font en fonction des relations, parce que telle a une légitimité, ne sait pas dans tel ou tel coin, même sans profil, même sans un agenda stratégique, je vous dis, voilà, on va souffrir pendant longtemps. On va encore faire 1000 ans comme ça. Comme ça. De souffrir. Et voilà. Mais chacun se dit, voilà, moi j'ai de l'argent, etc. Moi j'ai vu, hein, madame, j'étais étudiant. J'ai vu des gens qui étaient avec le maréchal, etc. Je les croisais à la gare de Midi en Belgique, là, en train de faire la surveillance. Mais ils étaient des millionnaires. Faites attention. Faites attention. Nous avons intérêt aujourd'hui à signer, à payer le droit à la contestation. Un étudiant en 78, Ali Bounia, avait écrit un article qui a été publié dans Congo Afrique. Payer les droits à la contestation. Les prêtres de la Senko, à 78, ont écrit le mal congolais. Le mal zaïrois. Ils ont proposé un certain nombre de choses pour qu'on puisse sortir véritablement de cette situation. Tant qu'on n'aura pas pris les normes comme voie obligée pour transformer notre société. Comme boussole. Eh bien voilà, comme boussole. Ça sera trop tard. Donc on n'aura pas un Congo à léguer aux générations futures. Ça sera terminé. Madame, vous savez, les études qui ont été faites par PNUD en 2000 ont démontré que la situation de 1960, c'était une situation où le Congo était en revenu intermédiaire, au même titre que le Canada, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aujourd'hui est parmi les 5 BRICS. Mais la RDC. La Corée du Sud, qui avait 257 000 $ par habitant par an, et le Congo à l'époque, c'est 368 $. La Corée du Sud a 1300 milliards de dollars de produits intérieurs. Donc les 3 pays ont évolué, la RDC. La RDC au bas de l'échelle. Il faut donc prendre conscience. Il faut donc, et j'insiste pour que les politiciens quittent la gîte baissière d'aventure, d'escroquerie, etc. Qu'ils fassent tout pour se réapproprier de l'intégrité, se réapproprier d'un peu de moralité. S'il vous plaît, consentons. Et que ça commence même à l'université.
Parce que même les universitaires qui auraient pu nous donner des alternatives sont en train de regarder, de somnoler, etc. Voilà. Madame, Messieurs, ces derniers dossiers, on se retrouve juste après. Le 14 octobre, on veut raconter une autre histoire. On veut raconter une histoire ici à Washington où on écrit les pages de la paix, mais aussi où on veut écrire les pages du développement, les pages du renforcement de la relation États-Unis-RDC. Donc dans la conversation que nous aurons aujourd'hui, on veut vous parler de ces pays particuliers qui fait presque le quart ou un peu plus du quart des États-Unis d'Amérique, avec 100 millions d'habitants, où il y a beaucoup de défis. Mais lorsque Julien Paluku parle de ceux qui veulent faire des affaires, les défis, c'est donc des opportunités. Généralement, quand on parle justement de la République démocratique du Congo, dans la perception, parce que lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on lit des rapports des ONG, on parle de guerre, on parle de maladies, on parle de challenge. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une République démocratique du Congo qui, à sa manière, consolide sa démocratie avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'assure que les jeunes et les femmes ont leur place dans les débats, mais aussi ont leur place pour contribuer au développement de ce pays. Et donc, j'ai les particuliers privilèges d'introduire celle qui nous dirige depuis plus d'une année. C'est une femme d'exception, Madame Judith Suminwa-Tuluka, qui est la première femme, première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Et donc ceci, c'est pour simplement dire qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le narratif qui change, mais c'est aussi les actes qui montrent que nous avons pris le pari qui est le nôtre d'être le pays au cœur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. L'enrichissement illicite se trouve être comprise comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par ses revenus légitimes. Sous réserve de cela, de ce qui vient d'être dit, dans son expression la plus élémentaire, l'acte d'enrichissement illicite peut être globalement défini comme le fait de disposer d'un patrimoine dont le niveau n'est pas justifié par rapport à des revenus légitimes. Parmi les sources légitimes, on peut citer par exemple les salaires, les profits tirés des activités économiques, les profits tirés des activités économiques régulières, les versements des retraites, les héritages légalement établis ou encore divers dons et libéralités effectués dans le respect des règles fiscales et de transparence. Ceci pour rappeler que même un cadeau peut être soumis à un contrôle dès lors qu'il ne respecte pas les règles habituellement admises, fiscales et de transparence. Dans la législation actuelle de notre pays, le code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, définit l'enrichissement illicite comme étant l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. Alors, les assises de Nairobi, ses opposants s'alignent aussi derrière le dialogue proposé par le couple SCC-Senko pour sortir de ce qu'ils considèrent comme crise en République démocratique du Congo. Alors, Norbert Yamba, est-ce comme certains, êtes-vous d'accord que le dialogue SCC-Senko est une solution pour une paix durable en RDC? Vous savez, madame, encore une fois, nous devons nous éloigner des émotions toxiques. Ah bon? Nous sommes une société en crise, une société en détresse. On a besoin des intelligences, mais une intelligence collective. Les journalistes doivent réfléchir
pour dire ce qu'eux pensent de notre pays. Les paysans, les maraîchers, les fonctionnaires, les politiques, les musiciens, les hommes de théâtre, les artistes, etc. ECC, Senko sont des structures confessionnelles qui ont toujours fait le monitoring de l'action publique. Ils n'ont pas pour rôle de conquérir, d'exercer ou de conserver le pouvoir. Ces structures-là ont une dimension sociale. La dimension sociale suppose qu'ils ont un engagement politique. Mais ils ne font pas la politique active. Ceux qui font la politique active sont des partis politiques. Comme les partis politiques que vous voyez, aujourd'hui on compte 1000. Ils sont même plus de 1000. Plus de 1000. Alors maintenant, lorsque vous voyez ces structures-là, elles peuvent proposer des solutions. Si pour elles, excusez madame, si pour elles, le dialogue serait la voie de sortie, il faut tenter. Mais est-ce que autant de dialogues déjà organisés, est-ce que quand elle propose, est-ce que c'est la solution des solutions? Moi je dis non. Les journalistes peuvent aussi proposer, les hommes politiques peuvent aussi proposer, mais dans une société, c'est donc la gestion des contradictions. On met sur la table les différentes propositions et on se dit laquelle et comment on s'enrichit, comment on enrichit ces différentes propositions et quelles sont les différentes options que nous pouvons prendre. Alors, là où on ne peut pas, nous prenons le risque d'aggraver la situation déjà précaire, c'est de considérer que, bon, parce que la CNCO a dit, les CC a dit, et c'est ça ce qui doit être fait. Ce qui doit se faire. Non. Mais les opposants s'accrochent à cette démarche. D'abord, là, c'est que la démarche est partagée. Mais il faut mesurer quelle est la grandeur des gens qui partagent. Et le chef de l'État, qui est le garant, n'est-ce pas, a dit le dialogue, oui, je convoquerai le dialogue au moment voulu par lui. Bon, c'est lui qui convoquera le dialogue, mais il n'a qu'à apprécier, à prendre la température et voir éventuellement comment arriver à équilibrer pas, les intentions des uns et des autres. Mais j'ai juste quelque chose à dire par rapport à ça, parce qu'en réalité, on réfléchit sur la question dialogue, en fait. C'est aussi dans la paresse. La paresse de l'élite politique dans notre pays, c'est tout ramener sur des solutions démodées. Depuis 1960, on a fait des dialogues. Certes, ça permet de dégonfler des fois des tensions, mais ça ne résolvait pas des solutions. Alors, comment et donc, par manque d'alternatives, par manque de solutions de rechange, eh bien, on tombe sur ce qui existe. Sans se poser la question sur le fait que... comment expliquer qu'on a fait le dialogue de Saint City, il y avait la guerre à l'Est, il y a eu RCD, il y a eu CNDP, il y a eu M23, et ça continue. Parce que la tendance et la vision, c'est de laisser toujours le solde pour que finalement on revienne et on fait une sorte d'intégration. C'est une complicité, une complotation à l'échelle de la sous-région, etc. Et donc, nous avons aussi intérêt, par rapport à ceux qui proposent ce dialogue-là, qu'on définisse très clairement les résultats entendus. Qui doit faire partie de ce dialogue pour discuter de quoi et ça, ce n'est pas très clair. Le pacte social proposé par Senko et CC, certes, vous dit que d'abord, il prend en considération la tenue du dialogue, mais il propose que voilà, seuls les gens qui vont se rencontrer vont produire des options. Alors, donc, la situation, la réflexion doit être aiguisée pour que finalement les gens... Norbert Yamba, vous aviez vu, il y a des Congolais qui ont quitté Kinshasa pour les assises de Nairobi.
Alors, selon vous, quel doit être le sort réservé à ces Congolais qui sont allés se réunir avec des Congolais condamnés par notamment la haute cour militaire? Vous savez, ces genres de questions, madame, n'oublie pas que j'ai la casquette IDPS, j'ai la casquette aussi des chercheurs. Et j'ai toujours difficile à répondre à certaines questions. Parce que la mémoire de beaucoup de gens est très courte. Les Congolais oublient facilement, en fait. Ils se sont réunis à Nairobi autour de l'ancien président de la République. Lorsque vous regardez le code pénal, la première version, c'est que l'article 181 jusqu'à 184 interdit que l'on soit à côté d'un condamné, etc. Et que dans ce contexte précis, on peut même poursuivre les gens qui étaient avec lui. Mais je me dis ceci, le président de la République, pour ne pas faire gripper la démocratie, je souhaiterais, et ça c'est un conseil gratuit sans merci, que l'on puisse ignorer. J'ai bien suivi la déclaration. Ignorer. La déclaration qui a été faite ici, que c'est un non-événement. Moi, je voudrais que le président de la République considère ça comme un non-événement. Si il y a des conséquences, si on ne considère pas comme un non-événement, et on poursuit, par exemple, les gens, on élargit l'assiette des gens qui seront contre nous, on radicalise ces gens, et on relaye leurs difficultés auprès de la population. Les gens risquent de se dire, mais est-ce que c'est pas de l'acharnement? Mais ils peuvent aussi comploter de l'intérieur, parce que ça ne vient pas de moi. Mais tout à fait. Lorsqu'il est établi qu'il y a complotation, et pour des raisons d'intégrité territoriale, on peut prendre des décisions stratégiques par rapport à ça. Mais pour l'instant, au regard des conclusions qui ont été arrêtées, au regard de la multiplicité et des clivages qu'il y a parmi les gens qui se sont retrouvés ensemble, je pense qu'on observe et qu'on voit comme un non-événement pour ne pas visibiliser. Parce qu'en réalité, la stratégie derrière ça, c'est quoi? C'est qu'il faut, le président Kabila veut montrer qu'il n'est pas avec M23. Mais il n'est pas dans cette démarche parce que sur ce plateau, plusieurs proches de Joseph Kabila ont affirmé que Joseph Kabila est dans une démarche démocratique et il est inquiet, il veut le bien de sa population. Il sera dans la course lors de prochaines élections. Ah, là, c'est un autre débat. Et n'est-ce pas la raison pour laquelle on a annoncé cette plateforme politique sauvant le Congo? Et Joseph Kabila pourrait bien être le candidat. Les débats des éligibles, ce n'est pas maintenant. Même s'il faut planifier ça. Mais tout se prépare avant. Oui, bien entendu. 2026 d'ici là, 2028 est déjà presque à la porte. Vous savez, Madame Noëlla, ce débat-là va venir. Ce débat va venir. Parce que, croyez-moi, il faut toujours être très attentif. Le président Tshisekedi va aller jusqu'à 2028. C'est que très clairement, le deuxième mandat est terminé. Si il advenait qu'on puisse donner la possibilité pour que finalement il soit éligible, peut-être qu'on peut réviser la Constitution, ça c'est évident. C'est que Kabila aussi revient. Condamné? Condamné, c'est vrai. Condamné, c'est vrai. Mais ne cherchons pas à ouvrir plusieurs fronts. Madame, je te dis, ne cherchons pas à ouvrir plusieurs fronts. Alors on peut comprendre que Norbert Yamba n'est pas d'accord avec cette condamnation. Non. Alors, ne cherchons pas à ouvrir plusieurs fronts. Non, je dis ceci. Alors. Il est condamné. Je répondais à la question de savoir, est-ce qu'il vient comme candidat président de la République? J'ai dit, n'ouvrons pas, planifions ce que nous voyons
avec rationalité, mais il faut savoir se taire parce que la bouche tue l'avenir. La bouche tue l'avenir. Et donc, il faut voir, observer les choses et considérer de bonne foi que cette réunion de Nairobi, c'est une réunion politique. Et cette réunion politique, mais on a vu quand même beaucoup de choses venir de Nairobi. Hein. La FC de Corneille Nangaa est sortie de Nairobi. Oui, mais le cash, c'est Nairobi. Oui. C'est un pays qui s'est fait comme la Suisse aujourd'hui. Donc, il faut savoir donner la possibilité aux uns et aux autres d'affirmer leur leadership dans tel ou tel secteur. C'est complètement fini, Norbert Yamba. Un mot quand même sur le discours du président de la République en Belgique lorsqu'il a tendu la main à Paul Kagame. Alors, tout le monde a presque parlé. Les opposants n'ont pas été d'accord avec Félix-Antoine Tshisekedi. En un mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Le président de la République est de bonne culture, un homme très pudique. On a parlé d'une humiliation. Félix a humilié tout un peuple. Non, c'est un discours de grandeur, un discours de responsabilité, un discours de panafricaniste. Parce qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Mais rares sont des pays qui changent d'adresse. Merci beaucoup, madame, je suis en train de te répondre. Et par rapport à ça, il faut chercher le calme de la paix. Et pour chercher le calme de la paix, il faut parfois accepter l'humiliation. Si c'est ça ce que vous appelez humiliation. Cependant, il y a une leçon qu'il faut tirer sur le plan géopolitique. Laquelle? Ça veut dire que, comme le Rwanda nous emmerde de temps en temps, et que nous sommes en pleine guerre avec ces supplétifs, etc., et que nous n'avons pas encore réussi à montrer de quoi nous sommes capables en arrachant, n'est-ce pas, nos provinces qui ont été prises, c'est que sur le plan des rapports de force, nous n'avons pas encore montré au Rwanda que nous sommes capables de lui faire mal. Et en tant que tel, si nous cherchons la paix des braves, le Rwanda, dans son fort intérieur et connaissant son orgueil professionnel, va dire ils sont faibles. Ils demandent. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui ne vont pas plus loin voient les choses comme ça. Mais si nous, hier, on a frappé Walikale, on a pris. On a frappé Rutshuru, on a pris. On a frappé et on est en train d'avancer vers Tchangungu. Et à ce moment-là, il va réfléchir 2 fois et il va écouter notre discours. Mais pour l'instant, parce que la situation est encore statico, la tendance générale, c'est de dire, ben voilà, il est au bout de lui-même, c'est pourquoi il est en train de chercher le calme de la paix. Oh, c'est pas ça. Ça fait partie des négociations. Et des grands auteurs de la guerre, comme Sun Tzu, comme Machiavel, etc., ils disent que s'humilier, c'est aussi prolonger la guerre. C'est une façon de mener la guerre, mais avec intelligence. Et c'est ça, justement, l'approche qui a été utilisée par le président. Alors, c'est complètement fini. Norbert Yamba, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info7. Non, je voudrais quand même saluer tout notre peuple qui, malgré les difficultés de parcours, se reconnaissent en président de la République parce que le président Tshisekedi est non seulement président, mais il représente beaucoup de choses. Des gens qui ont fait ce combat et qui ont donné jusque le sacrifice suprême pour que notre pays soit prospère, libre et souverain. Coup de chapeau par rapport à ça, mais je voudrais dire à l'IDPS que la meilleure façon d'aider le président de la République et notre peuple, c'est de revenir aux normes, de susciter l'espérance, les attentes que les pères fondateurs ont suscité pendant qu'il y avait apogée de la dictature. Et coup de chapeau pour la réconciliation, mais que cette réconciliation se fasse sur base, n'est-ce pas, de règles rationnelles, systématisées, pas pour des calculs politiciens d'émergence de groupuscules à l'intérieur du parti. Et que
des commissions soient constituées par des personnes qui ne vont pas copier, mais qui vont réfléchir pour aider notre peuple à avancer. Pour le reste, démystifions cette histoire de Nairobi, considérons ça comme un non-événement, pour ne pas donner de l'ancrage sociologique, territorial et institutionnel de cet élément dans tous les coins et recoins de notre pays. Et pour les provinces, c'est l'occasion maintenant ou jamais de rendre opérationnelle la décentralisation. Elle attend encore d'être rendue opérationnelle. Encore que là aussi, les normes doivent être rendues opérationnelles. Sinon, on attendra longtemps. Et quand on attend longtemps, on aura planifié la mort. Et planifier la mort suppose qu'on endossera une responsabilité devant les générations futures, devant l'histoire. Merci Norbert Yabayamba. Je rappelle que vous êtes chercheur panafricaniste et membre du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, merci. Alors c'est complètement fini, mesdames, messieurs. C'est bien la fin de ce numéro de Info 7. Merci de nous avoir suivis. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission, Info 7 notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne Haute Définition. N'hésitez pas de nous écrire par des voies habituelles. Au revoir.